Sur 200, 250 000 morts, on ne saura jamais exactement. Il y a 200 personnes qui ont été sorties des ruines des immeubles à Port-au-Prince. 200 personnes. Mais moi, on m'a sorti. Miguel, il m'a sorti. Il m'a ramené à la vie. Ce soir, une femme aimerait se libérer des regrets qu'elle entretient envers son fils, donné en adoption il y a 50 ans. Ils ont pris le bébé et ils sont partis avec. Ça s'est fait tellement vite, là, que tout ce que j'ai su, j'avais plus de bébé dans le sang. On ne pouvait pas les prendre. Il fallait rester derrière la vitre puis le regarder. J'ai jamais touché. Mais d'abord, un rescapé d'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire récente veut revoir l'homme qui lui a sauvé la vie. Regarde, vas-y. Regarde, il s'en vient. Wouhou, il s'en vient de voir. Il y a 6 ans, Nicolas Mazelier s'envolait à Haïti. Pour ce fonctionnaire de l'École nationale d'administration publique, c'était une seconde mission de travail dans ce pays. Le 12 janvier 2010, alors qu'il séjourne au 4e étage de l'hôtel Montana, la terre commence à trembler. 16h52, 16h53, là, il y a quelque chose qui se produit. Une espèce de grondement sourd, C'est là que je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire le mot inéluctable. Il y a quelque chose qui se passe, on voudrait que ça arrive pas, mais ça va arriver. Là, ça arrive. Les meubles qui commencent à bouger. Moi, je suis dans la salle de bain, je me dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe? Et là, la violence, c'est un peu exponentiel en définitive, là, parce que ça devient d'une violence inouïe, incroyable, insupportable. Non seulement le plancher s'effondre, mais le plafond s'effondre aussi, la vitre éclate, tout autour de moi s'en va. Là. C'est une grande et belle chambre, avec 2 grands lits, des meubles. Tout disparaît là, en une fraction de seconde. Et là, ce dont je me souviens, c'est de la poussière, c'est d'être violenté par les murs, par le plafond, puis de me retrouver couché. Ça tombe, ça continue à tomber, ça tombe. Et à un moment donné, ça arrête de tomber. Nicolas Mazelier se retrouve piégé dans une cavité de la dimension d'un cercueil. Une jambe coincée sous une poutre de béton qui, au fil des heures, se rapproche de son visage. Il y demeurera 17 heures. 17 heures de solitude, d'angoisse et d'appel à l'aide qui restent vains. Nicolas sent que la mort se rapproche. Et à un moment donné, j'ai entendu des pas, j'ai entendu des appels, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Donc moi, je me suis mis à crier, à siffler de plus belle, à appeler. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a répondu. En anglais, j'ai senti un accent espagnol. Ça sera pas là, on arrive. En gros, ça voulait dire ça. Bref, on m'a parlé, on m'a répondu, on m'a demandé mon nom. Donc là, à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus me laisser tomber. J'allais visiblement m'en sortir. Je ne sais pas comment, mais il me connaissait, il savait mon nom, il n'allait pas m'abandonner là. On n'abandonne pas quelqu'un qu'on connaît. Donc il allait me sortir de là. Après plus de 2 heures à tenter de libérer Nicolas de son cercueil de béton, les secours réussissent enfin à l'extirper des décombres. Et là, il y a quelqu'un qui me tenait la main. C'était lui. Un soldat de l'Équateur. Un certain Miguel. C'est lui qui m'avait sorti, c'est lui qui m'avait appelé, c'est lui qui m'avait renommé, c'est lui qui avait pris sur lui la responsabilité de me sauver.
C'est un casque bleu de l'ONU qui a sorti Nicolas des débris de l'hôtel Montana le lendemain du séisme. Nicolas a jamais revu ce gars-là. Nous avons contacté Nicolas et il a accepté de nous recevoir chez lui dans la région de Québec. Pourquoi tu veux revoir Miguel? Ce qui est sûr, c'est que je veux le regarder dans les yeux. Je veux lui dire merci. Je veux lui dire merci pour ma vie. Puis merci pour celle qui est arrivée après. Merci pour la vie d'Arnaud, puisque nous avons eu en 2012 la joie d'accueillir Arnaud, qui aujourd'hui a 4 ans. Et sans Miguel, non seulement je ne serais pas là, mais Arnaud ne serait pas là non plus. J'ai une photo c'est des quelques minutes après qu'il m'est sorti. Il y a une photo qui a été prise de ça. Oui, il est là debout, là. Moi je suis assis et il me tient par la main. Alors, il y a 2 vies qui n'étaient pas censées se rencontrer, qui se sont rencontrées puis qui ne se quitteront pas, parce que Miguel, il reste présent. Mais il reste présent dans mon quotidien parce que c'est lui qui m'a sauvé. Ça aurait pu peut-être être un autre. Il s'avère que c'est lui. C'est à lui que je dois non seulement ma vie, mais celle d'Arnaud. Ici, c'est mon bureau. C'est là où j'ai tenté de me retrouver après le 12 janvier. C'est là que j'ai écrit, ce qui est plus tard devenu un livre. C'est là que j'ai aussi voulu afficher ce qui m'était arrivé. Donc où on voit ce trou, on voit d'abord l'hôtel Montana qui est détruit, puis cette photo avec cette corde que Miguel tire et mes pieds au bout. On voit qu'il est descendu assez profond pour aller me chercher. À chaque fois que je lève la tête, je vois Miguel, je vois celui qui est descendu dans un trou, qui est descendu sous des ruines et qui m'a sorti de là. Et c'est sûr que si j'avais pas ces photos, je m'en souviendrais, mais elles sont là, c'est significatif. Bien, ça, c'est des morceaux du Montana. C'est des gravats du Montana. C'est des morceaux qui étaient dans la valise qui m'est revenue plusieurs mois après. Donc, c'est des morceaux de ma chambre d'hôtel. C'est là. C'est quoi son nom de famille? C'est Miguel Granra. Granra. Ouais. OK. Mais moi, je parle mal espagnol, mais c'est Granra. Tes interactions avec lui après qu'il t'ait sorti de là, est-ce que tu t'en souviens? Comment? Après, quand tout de suite sur le fait, j'en ai pas de souvenir. Ce dont je me souviens, c'est qu'on m'a donné de l'eau, il était là. Mais après, très vite, quand j'ai été descendu de ces ruines, on m'a mis dans les mains de 2 médecins. Lui, il a disparu parce qu'il avait d'autres choses à faire. Ce que j'ai su, c'est qu'il a sauvé un autre Québécois 1 heure après moi. Donc, dans le même hôtel? Dans le même hôtel, au Montana? Oui. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu après. De remettre un visage, puis une expression, puis d'échanger, de toucher celui qui m'a sorti de là, ce sera un gros cadeau. Je m'apprête à aller rencontrer Denise Beauchamp, qui souhaite retrouver son fils biologique et lui expliquer pourquoi elle l'a donné en adoption il y a de ça 50 ans. Encourage-moi ça aussi. Comment peux-tu, quand ton père est bien donné pour toi, là, c'est une belle preuve de support, puis je pense qu'il t'aime, d'amour. En 1965, Denise Beauchamp a 19 ans. Elle devient enceinte d'un homme plus âgé qu'elle. Devant l'impossibilité d'élever son enfant avec lui, elle fait part de sa situation à ses parents, espérant qu'ils vont l'épauler. Disons que ça a été une nouvelle qui a été très, très mal perçue par ma famille, parce que ma famille était une famille très, très catholique. Dans cette période-là, c'était les apparences. Si tu voulais faire honte à tes parents, c'était d'avoir un enfant avant d'être marié. Ça a été la catastrophe totale. Mes parents ne voulaient plus me voir si je gardais le bébé. Tout ce que j'ai su, une bonne journée, mon père et ma mère m'ont dit « Bien, prépare-toi, donne ta démission. On va aller te reconduire en ville dans une place que c'est faite exprès pour les filles qui attendent des enfants. »
Denise est conduite à la Villa Saint-Michel des Sœurs de la Miséricorde. Elle y vivra toute sa grossesse, retirée de la société et loin des regards. On avait le droit de sortir à tous les jours 2 heures par jour. Puis il fallait signer avant de partir, puis il fallait signer en revenant pour ne pas dépasser nos 2 heures. C'est quasiment aussi pire qu'une prison. Moi, je considère ça bien épouvantable, c'est qu'ils nous retiraient même notre nom. Moi, Denise Beauchamp, ça n'existait plus, ça. C'était Denise Belair. Elle accouche seule et alors qu'elle espère encore garder son bébé, on le lui retire. Sa famille et les sœurs ont déjà mis en branle les démarches qui la feront abandonner son enfant. Ils ont pris le bébé et ils sont partis avec. Ça s'est fait tellement vite, là, que tout ce que j'ai su, j'avais plus de bébé dans le genre. On ne pouvait pas les prendre. Il fallait rester derrière la vitre puis le regarder. J'ai jamais touché. Fait que je l'avais appelé Robert. Isolée et sans ressources, Denise est contrainte de signer les papiers d'adoption. Son fils a à peine 3 semaines. Et dans ma tête, moi, je me disais, mes parents vont peut-être être contents de le voir puis dire, ben là, mon Dieu, pauvre petit chou, on peut le garder, pas les autres, mais on peut peut-être respecter ton choix de le garder. Mais ils n'ont jamais changé d'idée. Plus tard, Denise fondera une famille avec un autre homme et aura 2 enfants. Mais elle va cacher toute sa vie l'existence de son fils aîné. Quand je me suis séparée, j'ai dit, bon, ben là, je suis toute seule. Je peux faire ce que je veux dans la vie. Puis moi, mon choix, c'est d'essayer de le retrouver. Fait que c'est là que j'ai commencé les démarches. De le retrouver, puis de le prendre dans mes bras, puis de dire, je t'ai jamais pris dans mes bras, mais après 50 ans, aujourd'hui, là, je peux te prendre dans mes bras, puis te coller. En tant que journaliste, je me suis rendu en Haïti quelques jours après le séisme et j'ai pu constater l'ampleur des dégâts. Les violentes secousses, d'une magnitude 7 sur l'échelle de Richter, ont fait plus de 230 000 morts, 300 000 blessés et plus d'1 million de sans-abri. Environ 4 600 Canadiens ont été évacués du pays à la suite du tremblement de terre. Un peu plus de 200 autres y ont perdu la vie. Parmi ces victimes se trouvaient 2 des collègues de Nicolas Mazzoli. Les premiers à se lancer au secours des blessés et des gens pris dans les décombres étaient les Haïtiens eux-mêmes et les troupes de la MINUSTAH, la mission de stabilisation de l'ONU pour Haïti. Ce n'est donc pas surprenant que Nicolas ait été sauvé par un soldat équatorien. La première étape, ça va être d'aller sur le site de la MINUSTAH. Miguel, c'est un soldat de la MINUSTAH. Évidemment, si j'appelle puis je demande Miguel, on va pas me trouver Miguel, mais on va peut-être pouvoir me trouver quelqu'un qui va trouver Miguel. Ah, et on a un numéro de téléphone. OK. Ça sonne? We cannot connect your call. Please check the number and try again. J'essaie par tous les moyens d'entrer en contact avec la MINUSTAH. Rien à faire. Je me tourne donc vers le consulat de l'Équateur à Montréal. Consulado del Ecuador, buenos días. Je cherche un soldat équatorien qui était basé en Haïti lors du tremblement de terre. Il s'appelle Miguel Grania. On m'informe qu'en janvier 2010, il y avait 200 soldats équatoriens à Haïti. Tout de suite, on me réfère à l'école de mission de paix à Quito, un bon filon pour la suite de mes recherches. OK, donc c'est là qu'on forme les casques bleus équatoriens, c'est ça? Exactement, oui, oui. De mission de paix. C'est une école de mission de paix. OK, d'accord. Bon, ben écoutez, merci. Je peux vous rappeler si jamais j'ai d'autres questions? Oui, monsieur. Good. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée. Pour retrouver son fils, Denise a entamé les démarches que tous les parents biologiques doivent effectuer afin de revoir leur enfant mis en adoption. Elle a communiqué avec le Centre jeunesse où l'adoption a eu lieu en 1966.
Voyez-vous, ma première lettre, c'était le 15 août 2011. J'avais fait ma demande au Centre de jeunesse de Montréal. C'est ça. Puis eux autres m'ont transféré en Montérégie. Mon fils avait été adopté en Montérégie. OK. C'est ici, là, que ça, c'est les infos que j'ai eues. Départ de la crèche de la Miséricorde pour être confié à sa future famille. L'enfant est en parfaite santé. Âge du parent adoptif et de la mère, ils avaient tous les deux 24 ans. Moi, je n'avais 19, eux autres n'avaient 24. C'était quasiment de mon âge. Ça m'a toujours... j'ai toujours trouvé Ouais, ça je comprends. spécial, parce que c'est rare que des parents adoptifs adoptent si tôt que ça. Ah, puis là, ici, il y a son nom. Oui. Votre nom est là. Oui, oui, oui. Midi et Sur 15. midi et 15, oui. À l'hôpital de la Miséricorde, ça, c'est l'heure de naissance. Oui, exactement. Avez-vous gardé des souvenirs? Y a-t-il des choses que vous avez reçues, que vous avez eues? Oui. Ah, oh, mon Dieu. C'est tout ce que j'ai, son petit pied. Puis, C'est le seul souvenir que vous avez, le seul objet qui vous rattache Oui, oui, à lui. oui. Et là, en lien avec vos démarches, donc depuis Oui. 2011, y a-tu eu du nouveau? On en est rendu où, là? J'ai eu 70 ans au mois de juin. Fait que là, il me disait que dès que j'aurais 70 ans, que le dossier se mettrait en marche. Parce que ça va... C'est un critère de centre jeunesse, que je crois. Bien, vous devenez une priorité Oui, quand les choses sont c'est pas ça, réglées. C'est ça. Si c'est pas réglé, on devient comme une priorité. Qu'est-ce que ça représente pour vous de retrouver votre fils? J'ai comme l'impression que je vais mourir, puis J'aurais été au bout de ça. j'aurais été au bout de mon rêve de le retrouver, puis d'y dire, j'aimerais ça y parler, qu'il me raconte sa vie, qu'il me raconte quand il était petit, qu'est-ce qu'il faisait, jouait-tu au hockey ou il était danseur de ballet, tu sais, exemple. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie à école, comment est-ce qu'il était, était-tu bon, était-tu pas bon, tu sais, il est-tu marié, y a-tu des enfants qui seraient mes petits-enfants? Comme les recherches pour réunir Denise et son fils sont déjà en cours, nous avons décidé de l'accompagner et de la soutenir dans ses démarches. Denise nous a dit qu'elle avait placé une petite annonce sur le site de Mouvement Retrouvailles. On va aller voir ça. Avis de recherche sur Internet, enfants recherchés. Recherchés par date. 18 mars, on sait ça, le 18 mars 66. Robert. Eh bien, je pense que je l'ai. Robert Beauchamp, 18 mars 1966, hôpital Miséricorde de Montréal. Elle lui avait écrit un message à toi, mon fils, qui a toujours gardé une place, une grande place dans mon cœur. J'aimerais tellement te rencontrer et profiter de mes dernières années de bonheur avec toi. Et je peux même pas m'imaginer. Madame Beauchamp vient d'apprendre que son dossier est finalement en traitement. Et donc, on va laisser le processus de retrouvailles suivre son cours. Et moi, je m'en vais retrouver Nicolane Vautour du Centre jeunesse qui va nous expliquer les étapes qui attendent Denise Beauchamp. Moi, si je suis une maman, je vais me prendre un exemple, je suis une maman, j'ai donné en adoption mon enfant et je veux retrouver mon enfant. C'est quoi les étapes précisément? La première chose qu'on fait, c'est d'aller chercher le dossier d'origine de l'enfant adopté, qui est peut-être maintenant rendu adulte nécessairement. Une fois qu'on a retrouvé la personne que vous désirez rencontrer, bien, il faut communiquer avec cette personne-là, bien entendu, pour voir si elle aussi, elle est prête à amorcer un processus de retrouvailles. Donc, dans un premier temps, on communique par lettre, par écrit. Une première lettre qui est très générale. Je recherche une personne qui est née telle date à tel endroit. On pense que c'est vous. S'il vous plaît, communiquez avec nous. Admettons là, qu'il y a eu une première lettre d'envoyé. Oui. Il n'y a pas eu de réponse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On envoie une deuxième lettre, mais à ce moment-là, c'est par courrier recommandé et on demande que la personne qui reçoit la lettre, qui prend possession de la lettre, signe. On peut à ce moment-là vérifier si la personne qui a signé est la personne qu'on recherche. Ouais.
Dans le cas où Robert prendrait la décision de revoir sa mère, le Centre jeunesse va superviser leur premier contact. On commence toujours par une démarche qui est non intrusive, qui est moins menaçante pour tout le monde, qui est un échange de lettres. Donc, il y aura une première correspondance. Il y aura une première correspondance, effectivement, qui va passer par nous. Encore une fois, pour éviter l'échange d'informations si l'un ou l'autre des parties décide de ne pas poursuivre à un moment donné. Par contre, ce qu'on dit aux gens qui nous demandent un service, qui sont en attente de retrouver et qu'on doit malheureusement dire on n'a pas eu de réponse, ce qu'on leur dit également, c'est « mais si jamais éventuellement on en a une, rassurez-vous, on va vous rappeler ». Après avoir échangé plusieurs appels et courriels au cours des dernières semaines, j'ai finalement réussi à obtenir les coordonnées de Miguel. Et comme il ne parle qu'espagnol, c'est avec l'aide de l'interprète Pedro Cabral que je lui ai donné rendez-vous sur Skype. Miguel, finalmente nos encontramos. Sí, mucho gusto. Finalmente, la oportunidad. Donc, vous vous rappelez du nom des gens que vous avez sauvés à l'hôtel Montana? Así que usted se acuerda del nombre de las personas que salvó en ese día en el Hotel Montana. Sí, sí me acuerdo. Nicolás estaba dentro de la segunda persona que rescaté. Oui, Nicolas était la deuxième personne que j'ai sauvée. Nicolas Mazelier. C'est ça, Nicolas Mazelier? Nicolas Mazelier? Oui. Sí, Nicolás Mazelier, sí. OK. Justamente... Vous êtes le bon Miguel. Ça fait longtemps qu'on vous cherche. Pourquoi c'était important pour vous de le sauver, Nicolas? Porque soy un ser humano que el hecho de ver sufrir a otras personas me conmueve el alma. Je suis ému lorsque je vois quelqu'un souffrir. Et moi, j'ai le devoir moral et spirituel de sauver cette personne. Et si cette personne est en péril, je dois, si j'ai besoin, de mettre ma propre vie en péril. Est-ce que ça vous rendrait joyeux qu'on organise une rencontre en Haïti avec Nicolas? Me encantaría para saber que ahí es donde la vida nos puso en el mismo camino y donde se puede tratar de dar gracias a Dios por estar con vida. Oh, j'aimerais bien ça. C'est là que la vie nous a mis sur le même chemin et c'est là où on peut remercier Dieu pour être encore vivant. Bon, ben, on va essayer d'organiser une rencontre en Haïti bientôt. Merci beaucoup et merci pour ce que vous avez fait en Haïti après le tremblement de terre. Il y a quelques personnes qui vous doivent leur vie. Merci. Ciao. Denise Beauchamp a reçu du nouveau concernant ses démarches. Via le Centre jeunesse, elle a obtenu des informations sur son fils, puis franchi les premières étapes du processus de retrouvailles. Donc, on vous a confirmé, Denise, qu'on allait s'occuper de votre dossier. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé depuis? Le Centre jeunesse voulait me rencontrer pour me faire comme un genre d'évaluation pour connaître mes vrais motifs, voir si mes motifs étaient valables, puis voir... me connaître, ni plus ni moins. Puis peut-être que moi, je me fais un idéal de mon fils qui est docteur. On parle pour parler. Oui, oui. Mais ça peut être, comme la fille à mon Mendy du Centre jeunesse, il peut être en prison. Vous étiez-vous fait des idées au fil des ans? OK. Non, soit docteur qui conduise un camion, Je me fais pas d'idéal. J'espère juste que ce soit quelqu'un d'à peu près comme moi. Qui est heureux? Qui est heureux, surtout, oui. Le Centre jeunesse a envoyé une lettre enregistrée. OK, donc ça veut dire que ça se rend? Oui. Puis qu'il est obligé de faire un accusé de réception. C'est ça, donc il faut qu'il signe un papier pour dire je reçois la lettre, voici ma signature. Exactement. Mon fils, c'est sûr qu'il est au courant là, que je le recherche. Parce qu'il a bel et bien signé la lettre enregistrée, que c'est lui-même qu'on voit la signature à son nom, que je ne connais pas, évidemment. Mais ça, déjà, là, ça a dû vous faire quelque chose? Oui, parce que c'est frustrant. Je vais te dire pourquoi. Parce que je me disais,
Il est là, il est à cette adresse-là, il est vivant. J'aimerais ça partir et aller le voir, mais tu peux pas parce que t'as pas les coordonnées. Parce qu'on sait pas où il est où. Il est au Québec, mais ni à Montréal, ni à Montérégie. Mais c'est grand, le Québec. Puis y a-t-il d'autres choses que vous avez découvert aussi? Oui, bien, ils m'ont informé que sa mère adoptive était décédée. Ça m'a ébranlé beaucoup. Parce que oui, je veux rencontrer mon fils, évidemment. C'est le but de toutes ces recherches-là. Mais je sais pas que j'aurais donné pour la serrer dans mes bras puis lui dire merci d'avoir élevé mon fils. Là, on attend? Oui, là, on attend que mon fils se manifeste. S'il se manifeste pas, ben là, je le sais pas. Si mon fils a répondu à Centre Jeunesse, bien là, il va dire oui, je voudrais rencontrer ma mère, ce que j'espère de tout mon cœur, mais on est dans l'attente. Vous êtes proche de votre but, là? Oui. C'est sûr que vous allez avoir une réponse. J'espère. Puis j'espère que c'est celle que vous souhaitez. J'espère, moi aussi. Je suis arrivé à l'hôtel Montana, qui est un hôtel mythique à Port-au-Prince. C'est un lieu tragique aussi parce que l'hôtel s'est effondré lors du séisme de 2010. Pour la reconstruction, on a choisi de ne pas y aller en hauteur, d'avoir plusieurs ailes et peu d'étages. Il y a des dizaines de personnes qui sont mortes ici, des clients étrangers, des employés haïtiens. Il y a eu quelques miraculés, quelques survivants qui ont été tirés des décombres, comme Nicolas Mazelier. Je rencontre Dr Florence Jean-Louis, une des premières personnes arrivées sur les lieux du Montana effondré quelques heures après le séisme. Quand nous sommes arrivés, il faisait noir. Je me souviens très bien, il faisait très noir. C'était la nuit. Beaucoup de cris. Vraiment beaucoup de cris parce qu'il y avait des gens sous les décombres, il y avait des gens hors des décombres blessés. Il n'y a pas d'organisation. Tout ça se fait un peu les secours, les soins dans le désordre. Oui, c'est complètement désorganisé, aucun secours formel, parce qu'il faut aussi voir que c'est quelque chose qui s'est vraiment fait à l'échelle de la capitale. On ne savait pas encore quelle zone avait été le plus touchée. On ne savait pas encore à quel point les zones avaient été touchées. On n'avait presque pas de communication téléphonique. Donc, les premières heures étaient vraiment difficiles. Les gens essayaient de se trouver. Où est ma fille? Où est mon fils? Où est mon père? Où est mon frère? Mon mari? Ma femme? Tout le monde spontané, on y va, on aide. À main nue. À main nue. À main nue, beaucoup. Nicolas Mazelier, ce Québécois qu'on ramène ici pour une retrouvaille avec le soldat équatorien qui l'a sauvé, à quoi il peut s'attendre quand il va mettre les pieds au Montana? Ça va être prenant pour lui, je pense. Ça va être très, 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 très prenant. Il faut vraiment avoir en tête que ça devrait être au fur et à mesure et que ça va être très, très, très difficile pour lui. Et bourré d'émotions. Bon, le côté positif, c'est qu'il va quand même rencontrer son sauveteur. Donc, ça aussi, ça va le restabiliser peut-être. C'est maintenant le fils de Mme Beauchamp qui a entre ses mains le pouvoir d'être réuni avec sa mère après 50 ans. Et pour bien saisir la complexité de la décision qu'il a à prendre, je m'en vais rencontrer la présidente du mouvement Retrouvailles, Caroline Fortin. Caroline, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant, là, peu importe l'âge, quand il apprend que sa mère biologique veut le retrouver? Il y a des gens encore aujourd'hui qui ont 50, 60 ans qui ne savent pas qu'ils sont adoptés. Alors ça, c'est très, très malheureux, là. Les parents adoptifs n'ont pas donné cette information-là, bon, pour X raisons. Ouais. C'était de leur responsabilité de le faire. Il y en a qui ne l'ont pas fait.
Et malheureusement, à 60 ans, quand tu apprends que tu es adopté, c'est toute qu'une nouvelle. Ça change une vie. Comme je disais, que ce soit positif ou négatif, de toute façon, ça change ta vie. C'est certain qu'une personne qui l'ignore va vivre, oui, de la colère, premièrement envers ses parents adoptifs parce qu'elle a vécu dans le mensonge. Une personne qui le sait, qui n'est pas intéressée, peut vivre tout simplement de l'indifférence, dire « bon, moi, ça ne m'intéresse pas ». Il y en a d'autres qui ont attendu ce moment-là longtemps, mais ils ne faisaient pas les démarches par, je dirais, par loyauté pour leurs parents adoptifs. Et est-ce que c'est fréquent qu'un enfant refuse de retrouver sa mère biologique? Ça arrive. Je vous dirais pas que c'est fréquent, mais bon, si on parle de pourcentage, on peut peut-être parler de 25 des cas. L'enfant ne sait peut-être pas qu'il est adopté, il en a peut-être pas besoin, ça n'a pas d'importance pour lui. Le parent, c'est autre chose. Se respecter et respecter les limites de l'autre, c'est ce qui fait qu'on va avoir des retrouvailles qui vont être saines à long terme. Denise Beauchamp a reçu un message qu'elle espérait depuis longtemps. C'est Nadine. C'est qui, Nadine? Centre jeunesse. OK. Le délai de réponse de son fils arrive à échéance. Après toutes ces années d'attente, elle va enfin savoir si son fils accepte de la rencontrer. Là, elle me dit qu'elle de peut-être essayer de la rappeler. Si je ne la rejoins pas, je vais la rejoindre la semaine prochaine. Elle va c'est juste la semaine prochaine. Ben, voulez-vous essayer? Ben oui, je ne vais pas passer la fin de semaine. Donc, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Bonjour. Ben, ça va bien, mais anxieuse. J'ai hâte d'avoir de nouvelles positives ou négatives. Oui, bien, c'est ça que je me demandais, là, s'il y avait quelque chose ou quoi, là. Ben non, c'est sûr. Fait qu'il n'a pas répondu du tout. Il n'a pas donné de ses nouvelles du tout. Fait qu'il, disons que c'est ça. Il n'a pas appelé, il n'a pas envoyé de lettre. Étant donné qu'il n'a pas répondu puis qu'il n'a pas donné signe de vie, est-ce que le dossier se ferme tout de suite? OK. Non, il peut... OK. C'est bien regrettable, mais je sais, c'est la vie. Dans votre cœur de maman, là, il se passe quoi? De la peine. Ça fait de la peine, c'est sûr. Ça me fait de la peine parce que je veux le connaître. Mais là, si lui, il veut pas, je peux pas rien faire. Non. Parce que ça fait 1 mois que l'accusé de réception de la lettre, je l'ai marqué, le 8 août, je pense. Fait qu'automatiquement, au bout d'1 mois, quand il n'y a aucune réponse, le dossier est fermé. Mais le dossier peut se réouvrir si lui fait des démarches. OK. Fait que lui, il pourrait revenir au centre jeunesse en disant, écoutez, ça fait 8 mois, 6 mois, 1 semaine, j'ai réfléchi, je veux lui écrire. Je vais continuer à penser à lui, c'est sûr. Je vais l'avoir encore dans mon cœur, c'est sûr.
Bonjour Patrick. Ça va? Salut. Ouais. Il est plus là? Non, il est plus là. C'est pas la même chose. Ouais. T'es rendu? Prends ton temps. Miguel est là? Il est là? Merci. Ça va bien aller. Ouais. Je te laisse avec Miguel. On va s'en reparler au Québec. Merci Patrick. Merci. Denise s'apprête à annoncer à ses enfants et à son petit-fils que ses efforts pour retrouver son fils disparu n'ont pas porté fruit. Je pense qu'ils vont être déçus. Oui, parce que là, ils commençaient à se faire comme une idée d'avoir un frère et puis peut-être des petits-neveux et nièces. Puis oui, ils vont être déçus. Ben oui, reste ici. Reste. Bonjour toi, mon petit préféré d'amour. J'ai une petite nouvelle à vous annoncer qui va peut-être être pas bien agréable. OK. C'est que, mon fils, qui s'appelle, que j'ai appelé Robert, là, 50 ans, on lui avait envoyé 2 lettres, une lettre ordinaire puis une lettre enregistrée. Puis il n'a pas répondu à aucune de ces lettres-là. Ah, tu peux plus rien faire? Non, moi, je peux plus rien faire, puis eux autres, ils peuvent plus... Ils ont fermé le dossier, eux autres ne font plus rien. La seule possibilité qui peut arriver, c'est que si lui donne de ses nouvelles. Moi, c'est comme si j'ai un frère que je connais pas, là. C'est comme, Ah, tu sais... c'est fin de dire ça, c'est comme un frère. Non, on va broyer tout. J'espère qu'il va peut-être réagir à quelque chose à un moment donné, puis qu'on va finir par le connaître, tu sais. De revoir Miguel, ça va être un grand moment de bonheur, un grand moment de joie, mais de notre côté aussi, c'est un grand moment d'émotion. Il a mis sa vie en péril pour sauver la mienne. Il en a sauvé d'autres. Il a sorti aussi des cadavres de ces ruines du Montana. Comment lui dire merci? Comment dire merci à quelqu'un qui t'a sauvé la vie? On verra. Nicolas? Verte a los tiempos. Miguel, tu comprends que je suis content de te revoir. J'ai préparé parce que c'est difficile de faire un cadeau à quelqu'un qui t'a redonné la vie, mais je t'ai préparé un petit album photo. Tu vois, c'est des photos que j'avais prises de l'hôtel Montana avant. On voit le bâtiment, puis on voit le grand arbre qui est toujours là. Puis ça, c'est des photos de l'hôtel Montana
Après le tremblement de terre. Donc je pense que c'est par là que tu m'as sorti. C'était par là ma chambre, je crois. Là. Et puis tu sais que tu m'as sauvé. Et le 15 janvier 2012, il y a un petit garçon qui est né, mon fils Arnaud. Ça, c'est Arnaud aujourd'hui. Et si tu m'avais pas sauvé, ben, il serait pas né. Je te le donne à toi, Miguel, mon frère, de m'avoir redonné la vie. Nicolás, doy gracias a Dios porque esto se haya dado. No podíamos haberlo evitado. Me hiciste más creyente en Dios. Me da una inmensa alegría saber que has multiplicado tu familia y aún estás con ellos con la bendición de Dios. Soy yo. Cada vez que lo veas, te vas a acordar. Oh oui, tu peux compter sur moi pour qu'il soit jamais très loin de moi à la maison. Merci, Miguel. Avec le drapeau de l'Équateur. Est-ce que tu te souviens que quand je suis sorti, vous m'aviez pris en photo avec le drapeau de l'Équateur? Sí. Por eso, esa era pequeña, esa bandera. Ahora quiero darte una grande, para que nunca te olvides de un soldado ecuatoriano. C'est vrai. Oh. Hein? Oh. Ecuador. Si. Ouais. Merci, Miguel. Merci. Merci. C'est moi, Miguel, qui te dis merci. Et tu sais que tu es mon héros à moi. Gracias. C'est fait. Je lui ai dit merci, je l'ai pris dans mes bras. Je peux pas dire que je vais passer à autre chose. Je vais garder le contact, ça c'est certain. Mais de l'autre côté, je vais tenter de continuer à avancer, puis aussi d'essayer d'être digne d'avoir été sauvé. Ce qu'il faut.